Merci aux organisateurs d'avoir pensé à inviter une autre pratique de la Révolution française, qui est la pratique des musées, et puis pourquoi pas de placer cette séance de travail en rapport avec le bicentenaire, puisque le musée n'est pas un musée du bicentenaire, mais un musée qui s'est construit dans la perspective du bicentenaire et dans le post-bicentenaire surtout. Donc musée, ce matin on parlait de musée de patrimonialisation et ça sonne tout de suite très mal. Il ne faut pas penser que le musée de la Révolution française soit le musée d'un récit historique quelconque. C'est un musée qui est un musée d'expérimentation. Alors nous sommes un musée de France, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans ce domaine et ce château que vous avez derrière les yeux, un des paradoxes, la Révolution française au château, et ce n'est pas le seul, et il y en a beaucoup d'autres. Donc un musée aussi d'une collectivité territoriale, donc nous travaillons avec de l'argent public, mais on nous a laissé la possibilité, quoi qu'il y ait régulièrement des résistances sur des questions de chronologie, de présentation, de pouvoir expérimenter la production artistique de la période révolutionnaire, mais celle aussi qui est toute la production rétrospective, qui comprend tous les supports d'art, c'est-à-dire les grands arts traditionnels, auxquels s'ajoute principalement le cinéma à partir de la fin du XIXe siècle, et puis tout ce qui arrive, la bande dessinée aujourd'hui. Notre prochaine exposition sera consacrée justement aux planches originales de la dernière publication, La Révolution, par les éditions Actes Sud, donc il sera parlé demain. Donc voilà, on est en plein dans cette idée-là, et dans cette idée aussi que les œuvres d'art ne sont pas du tout des illustrations de l'événement révolutionnaire ou des allégories, de quelque interprétation que ce soit. Nous laissons au premier rang reprendre à l'art son pouvoir, c'est-à-dire son pouvoir d'évocation, et laisser parler les œuvres d'art dans un contexte historique de la Révolution française, mais aussi le contexte historique des 19e et 20e siècles, qui ne sont plus les mêmes contextes et les mêmes ambitions. Donc voilà, c'est un jeu qui est un petit peu difficile. Et puis dans un château, qui est un musée contraignant, nous ne sommes pas un musée qui est construit et qui permet de dérouler un fil, c'est pas un lieu adapté pour faire un musée, mais on en a fait un, et avec aussi un musée créé en 83 qui n'avait absolument aucune collection. Donc inventer des collections, désigner du patrimoine, exploiter du patrimoine, des patrimoines très différents et qui peuvent surprendre. Donc voilà, et donc nos expérimentations, elles passent par la présentation permanente, constitution de collection, mais aussi par les expositions. Et là, par rapport à beaucoup de thèmes qui ont été abordés depuis ce matin, que ce soit les tableaux historiques, on avait mis en place tout un travail sur ces tableaux historiques avec Claudette Houle de l'Université de Québec, mais aussi on a repris des travaux de Guillaume Mazot avec Corday contre Marat, les discordes de l'histoire, aussi Culture populaire et Révolution française avec Martial Poirson. Donc vous voyez, on se nourrit aussi de tout le travail de l'université. C'est pas du tout un lieu de patrimoine, c'est un lieu qui met en valeur, qui laisse parler ce patrimoine et qui le fait dialoguer avec toute la recherche contemporaine. Voilà, un petit peu pour vous situer ce musée et vous donner envie aussi d'y venir. Donc un petit peu au risque de l'œuvre d'art, et puis le titre que j'ai choisi, c'est la Carmagnole de Gaston Doumergue, un petit peu une chose surprenante, mais je vais vous expliquer de quoi il peut s'agir. Donc j'ai un peu triché parce que c'est une actualité, je suis en actualité, mais une actualité qui est un peu lointaine, elle a déjà 15 ans, j'ai fait ça autour de l'année 2000 pour le principe que je vais vous montrer, mais c'était déjà le post-bicentenaire, on est vraiment, c'est cette actualité nouvelle aussi pour la Révolution française qui est importante. Et puis alors théoriser, je ne veux pas théoriser parce que tout ce que j'ai fait est assez
bon, je n'ai pas été le premier directeur de ce musée. Il y avait Philippe Borde qui m'a précédé, qui, avec l'accord de Michel Vauvel, a mis en place le système que je vous ai dit par rapport aux œuvres d'art et leur statut et la façon de les considérer. Mais j'ai travaillé avec lui et ensuite j'ai repris la direction de ce musée. Mais largement, on a conçu des salles en ne sachant pas ce que nous allions y mettre ou sélectionner des objets en ne sachant pas où nous allions les mettre. Donc voilà, c'est tout un travail qui s'est fait au fur et à mesure et c'est pas du tout un travail orthodoxe par rapport à ce que préconise la direction des musées de France ou tous les bons manuels de conservateurs. Donc une muséographie, qu'est-ce que c'est? C'est de placer des objets, grosso modo, très vite, de placer des objets dans un contexte, de les mettre en valeur, de les faire interagir entre eux, de les mettre surtout aussi en rapport avec un public, de voir la réaction des publics et d'avoir aussi les contraintes d'un bâtiment. Un musée aussi, c'est un lieu où on doit répondre à des questions de sécurité, de conservation préventive. Il y a tous ces éléments-là qui doivent être conjugués pour concevoir une présentation muséographique. Donc, je passe très vite, je vous montre un petit peu l'extérieur, la muséographie que l'on peut faire, par exemple tout au sujet du langage de la Révolution, la grande salle de la République qui montre ce souffle de la Révolution française. Comme c'est un château aussi, j'ai donné dans la galerie de la Révolution, montré surtout conçu autour de la violence révolutionnaire, qui est un espèce de fantasme permanent qui alimente, que ce soit de Charlotte Corday, vous voyez au fond, mais aussi à des questions de la guerre, de la terreur, la galerie des ancêtres, parce que c'est un château du XVIIe siècle. Alors pourquoi la Révolution française à Visil, si vous avez en tête vos vieux manuels où on parlait, où l'Assemblée de Visil de 1788 était vraiment mise en exergue, ce qui n'est plus le cas. Une assemblée politique, il y en a eu d'autres, mais celle qui a demandé la convocation des États généraux. Voilà, c'est à partir de ce 21 juillet 1788 que se construit le mythe de Visil, qui en fait le berceau de la Révolution française, et donc qui fait que par 3 fois, et la 3e fois étant réussie, c'est-à-dire en 83, on arrive à créer là un musée de la Révolution française, alors qu'il n'y avait que le musée de la Révolution française du centenaire, c'était le musée Carnavalet, et qui portait ce nom de musée de la Révolution française. Donc, galerie des ancêtres, ce sont tous les emblèmes de la féodalité, et la galerie de la bourgeoisie de la Révolution française, la galerie de portraits des Périers. Je vous montre que des petites choses pour vous donner la complexité des collections que nous avons et de l'histoire du bâtiment aussi qu'il faut assumer en même temps que la Révolution française. Alors aussi, nous ne sommes pas le musée de la Révolution, quoique musée départemental, puisque c'est un musée du département de l'Isère. Nous ne sommes pas le musée de la Révolution dans le département de l'Isère. Nous avons une vocation nationale et internationale, ne serait-ce que pour vous dire que nous sommes le siège de la Commission internationale d'histoire de la Révolution française, que nos collections ont une ampleur sur l'ensemble du territoire de la République, mais aussi au-delà. Donc, je vous remontre une vue extérieure parce que ce qui va nous intéresser, c'est une muséographie qui se tient dans la grosse tour que vous avez sur votre droite, une tour médiévale, dans laquelle, au XVIIe siècle, il y avait des cabinets des illustres, et donc c'était au niveau 3. Nous sommes là dans un lieu, vous voyez l'entrée du musée qui se situe en rez-de-parc, et une circulation qui se fait sur 4 niveaux. Et donc, nous arrivons à l'ancien étage noble du château, et que qu'il a fallu réinvestir progressivement d'une manière un petit peu... vous voyez de quoi on devait partir. Voilà ce qu'était une des chambres qui avait été un cabinet au XVIIe siècle avec des portraits de papes, de rois, de cardinaux, que sais-je encore, et qu'on avait aménagé au XIXe siècle en un pseudo-état
médiéval avec lit à baldaquin, etc. Et ce lieu qui est devenu, lorsque le château de Visille est devenu résidence des présidents de la République en 1924, a été inauguré en quelque sorte par Gaston Doumergue, qui a dormi dans le lit que vous voyez et qui a mal dormi, n'était pas très content, mais qui a été transformé après pour les présidents suivants. Là, nous sommes à l'époque des Lebrun, nous sommes toujours dans cette pièce qui nous intéresse, que vous allez voir se développer. Donc, modernisation, et vous voyez une utilisation avec là Marguerite Lebrun écrivant son journal, une autre vue. Alors ce que nous en avons fait, ce que j'en ai fait, nous arrivons dans cette pièce par un vestibule consacré au président de la République, et cette attente de remettre les présidents de la République dans cette histoire était une attente du grand public. Hein, mais je ne voulais pas me retrouver à la direction de Rambouillet ou de Brégançon. Il fallait raconter complètement autre chose, mais reprendre la question de la façon la plus sérieuse possible pour aller vers des possibilités muséographiques qui ne m'étaient pas données à l'origine. Donc vous rentrez dans cette pièce par un petit vestibule avec les présidents, liste des présidents, ceux qui sont arrivés là, et vous voyez déjà que la pièce change. Je vous ai mis un rapport entre les deux, ce qu'on découvre aujourd'hui et ce qu'on pouvait découvrir dans les années 30 et que j'ai vu encore en place dans les années 80. Et vous arrivez dans ce dispositif qui inclut deux sculptures principales dans un décor qui est constitué, comme vous le voyez, donc nous sommes dans une tour ronde avec cette pièce ronde qui a été une chambre. Je ne voulais pas reconstituer une chambre, on ne pouvait pas rentrer non plus dans cette chambre parce qu'on a des règles, des quotas de public pour pouvoir les accueillir pour des raisons de sécurité, donc on ne la voit que du point de vue de la photographie que vous avez là. Et vous avez dans un décor qui contient des éléments des années 20, un tissu de Salon des Arts Déco à Paris, un tapis, une moquette de laine, quelques fauteuils qui ont été aménagés dans ces mêmes années 20-30 pour les présidents de la République. J'ai mis d'un côté le premier à être venu ici, c'est-à-dire un buste de Gaston Doumergue. Gaston Doumergue, une grande figure politique, une espèce de bête politique de la Troisième République, et c'est en cela aussi que c'est très intéressant. Buste tout à fait classique que vous avez là, et auquel j'ai confronté une sculpture monstrueuse, d'une certaine manière, une sculpture de 1923 de Charles Richefeu, qui est une sculpture qui m'a tout de suite séduite quand je l'ai vue, séduite parce que je l'ai trouvée au musée Château de Saumur, en plus très endommagé à la suite des bombardements sur la Loire en 1940. Mais c'est le type d'objet que j'aime bien présenter dans le musée, j'aime bien m'emparer parce que si le musée de la Révolution française ne montre pas ce type d'œuvre, qui va le faire et que va-t-on faire de ces œuvres ? Une œuvre qui s'appelle la Carmagnole, où vous avez un sans-culotte absolument infâme, comme un barbare qui rentre dans Rome, avec une danse épouvantable, tenant une tête, et cette tête, c'est la tête de Madame de Lamballe, bien entendu, et tenant avec un rictus tout à fait caractéristique du sans-culotte, de la violence des sans-culottes présentée dans le cas précis par un artiste totalement réactionnaire et qui veut montrer très clairement par là qu'est-ce que c'est que la Révolution française, une espèce de barbarie en action. Donc plusieurs aspects. Et un autre tableau aussi que j'ai voulu présenter, qui est présenté dans une autre salle, un tableau de Fèvre de 1908, où vous avez encore le massacre de la princesse de Lamballe, des choses assez terribles à voir, mais Fèvre, dans ses intentions, n'est pas du tout un artiste réactionnaire, c'est un jeune artiste qui essaye de percer, on sait qu'il aime bien la Révolution, c'est un des sujets, mais il la déteste pas, il représente par exemple Voltaire chez Duplay,
ou d'autres scènes plutôt positives pour la Révolution française. Il faut toujours voir dans les œuvres d'art qui sont les artistes, pourquoi ils les font, quelle est leur vie politique, autant qu'on puisse le savoir. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais pour Richefeu, c'était très clair. Pourquoi vous avez cette confrontation aussi que j'ai faite quand l'œuvre a été restaurée et installée là? Parce que tout de suite, je me suis dit, mais on est dans un même temps historique, le début des années 20. Qu'est-ce que ça peut signifier? Je la voyais très bien intégrée dans cet endroit. Quand elle a été posée là, elle a commencé à jouer et à interagir, mais d'une façon assez amusante, avec, vous le voyez bien, la tête de Madame de Lamballe qui se reflétait dans le miroir au-dessus de la tête de Gaston Doumergue et qui regardait, en fait, on avait cette double vue sur la tête de la princesse de Lamballe, une vision assez terrible, assez gore, assez un petit peu musée Grévin, si l'on veut. Mais tout ça, c'était pour provoquer par rapport au public une réflexion. Et la réflexion, elle se base, mais pourquoi l'État va acheter ce château de Visil en 1924 ? Il est vrai que le château est à la vente, qu'il est menacé de lotissement avec l'ensemble du domaine, mais 24, ce n'est quand même pas un acte patrimonial dans le sens où on va protéger un lieu d'histoire du Dauphiné et un lieu d'histoire de la Révolution. Il y a aussi toute la portée symbolique de remettre en avant la Révolution française dans les préoccupations des Français après cette grande guerre qui a été fort destructrice de la Troisième République du point de vue symbolique. Et vous avez vraiment là une confrontation qui se fait aussi entre ces violences, cette contre-révolution qui est affirmée à travers des œuvres aussi marquantes qui sont achetées par des collectivités publiques. Aussi, c'est pas Saumur, on parlait, c'est des bords de la Loire. Ce n'est pas un hasard. J'allais plutôt chercher David d'Angers à Saumur. J'y ai trouvé Richefeu. Et j'ai pris Richefeu parce que c'est lui qui donnait du sens, pour le coup, à cette muséographie, à ces salles consacrées au président de la République. Alors ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de muséographie dans le musée, mais qui permettent aux œuvres de dire ce qu'elles ont à dire et d'assumer toute leur force et de recomprendre, de réaborder l'histoire. Moi, je suis un historien d'art, donc j'ai d'autres méthodes, mais de réatteindre l'histoire par les œuvres produites dans un temps et par des gens donnés, dans un contexte donné, dans un contexte de commande, de destination. Voilà comment on peut aussi renouveler, réinventer entre les temps de la Révolution française et les temps rétrospectifs, comment on peut réinventer une histoire de la Révolution française et renouveler le sujet. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis maintenant presque 35 ans, avec toutes sortes d'activités très différentes. La muséographie, ou cette salle un petit peu amusante et provocante, volontairement, en est un des résultats. Je vous remercie de votre attention.